Bon, je vous propose qu'on commence doucement. Les gens arriveront progressivement, mais ne louperont pas les présentations. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire organisé par l'ASTE. Donc, je suis Marc-Yvan Laroy, je m'occupe de la section territoriale Limousin, Poitou, Charentes. Je suis heureux d'ouvrir ce webinaire qui va essayer de répondre à des questions que l'on se pose tous en ce qui concerne les travaux et les opérations en lien avec la compétence milieu naturel et inondation, la GEMAPI. On se pose des questions vis-à-vis du changement climatique et en particulier comment on appréhende les incertitudes des impacts du changement climatique par rapport au dimensionnement ou par rapport aux opérations qui sont réalisées dans le cadre de la compétence GEMAPI. Donc pour cela, ce webinaire va être organisé avec une introduction de Jacques Delarocque du CEREG, puis ensuite une présentation de Johan Brizard, donc, qui est directeur du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, puis d'Olivier Don de Limoges Métropole. Donc, ces deux intervenants en particulier présenteront des programmes de travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Et on s'interrogera justement dans le cadre de leur présentation sur les stratégies qui sont mises en œuvre ou qui sont à mettre en œuvre éventuellement pour couvrir ces incertitudes liées au changement climatique sur le moyen-long terme. Donc, je vais laisser l'introduction à Jacques avec une première présentation. Dans le déroulement également, les présentations qui suivront dureront à peu près une demi-heure. On prendra 5-10 minutes de discussion à chaque présentation et puis on conclura avec un échange général sur l'ensemble des présentations qui auront été réalisées. Donc, merci à tous d'être présents et je laisse la parole à Jacques pour une introduction du sujet. Bon, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je ne vais pas être trop long. Je vais laisser surtout la présentation des cas concrets se dérouler. Simplement, peut-être reprendre. Vous voyez tous la diapo ? Oui. Ouais, oui, ok, d'accord. Donc, du coup, simplement, c'est pour reprendre un petit peu l'histoire donc, de ces webinaires. En fait, à la commission ressources et milieux aquatiques de l'ASTE, on s'est interrogé à un moment donné sur le fait qu'on se questionnait peut-être pas assez, et on le voyait dans nos discussions les uns et les autres, à la fois à la commission, à l'ASTE, mais aussi dans nos activités respectives. On se questionnait pas assez sur finalement les travaux que l'on engageait et comment on se projetait par rapport aux évolutions liées au changement climatique, où on réinterrogeait pas assez finalement les travaux qu'on avait engagés et que c'était pas un réflexe. Donc du coup, on s'est dit, il serait peut-être intéressant de susciter un petit peu toute cette mécanique d'interrogation. Et donc on a organisé une journée nationale avec l'ASTE en 2019, fin 2019, sur cette problématique. Et puis, on l'a poursuivi dans les délégations régionales de l'ASTE. Donc, aujourd'hui, voilà, on est sur Limousin, Poitou-Charentes. On a fait Rhône-Alpes. Et puis, demain, on va sûrement faire quelque chose qui se passe en Bretagne. Et l'objectif, c'est peut-être en 2022, courant 2022, fin 2022, de faire un petit retour d'expérience de tout ce qui a pu se raconter et d'essayer de voir un petit peu comment on peut continuer à s'interroger sur le sujet. L'idée, elle est simple en termes d'objectifs de ces webinaires, c'est vraiment de partir d'expériences que les uns et les autres ont vécues ou ont projetées ou voilà, ont réalisé, de se réinterroger, de se poser toutes les questions diverses et variées par rapport aux évolutions du changement climatique et par rapport à la manière dont les travaux ont été menés ou les travaux sont projetés et s'interroger sur
sur plusieurs aspects, hein, qu'ils soient techniques. Il n'y a pas forcément des réponses d'ailleurs à tous les questionnements, mais s'interroger sur les programmations, sur sur la définition des enjeux. Est-ce qu'on redéfinirait les enjeux de la même manière? Est-ce qu'on reprogrammerait de la même manière? Est-ce que comment on se positionne aussi en termes de planification, en termes de financement par rapport à des programmes qui vont se dérouler pour les 10 prochaines années? Donc voilà, il y a un certain nombre de questions à partager et je pense que ce webinaire, j'espère, va en tout cas participer à ces interrogations que tout le monde a, hein, finalement aujourd'hui et que l'on peut-être en tout cas nous on a le sentiment à l'ASTE que c'est pas assez partagé. Donc c'est vraiment l'objet de ce webinaire et des webinaires. Donc voilà, donc j'espère que on arrivera à aborder des sujets, même si on n'y apporte pas toutes les réponses. Et puis je vous laisse la parole du coup à la première présentation, hein, sur des sujets diverses, mais où il y a pas mal de questionnements et d'interrogations qui se sont qui vont ressortir, je pense. Donc, je te laisse la parole Donc, hein, pour la première présentation. donc, on va passer à la présentation de Johan Brizard. Je vais partager, si j'y arrive, la fenêtre qui va bien. Voilà, théoriquement, vous devez avoir le partage. Et je vais laisser donc la parole à Johan Brizard, qui va se présenter aussi, et puis qui va présenter aussi un petit peu la structure avant de commencer cet exposé de cas concrets. Johan. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux que je connais, parce que j'ai vu passer des noms sur les inscriptions que je connais bien. Donc bonjour à tous. Oui, alors on m'a demandé de présenter sur la base de cas concrets réalisés, puis de notre nouvelle stratégie, se projeter sur comment on imagine les nouveaux aménagements de rivières autour de ces évolutions. Alors, j'ai intitulé la présentation PLAC vers une gestion partagée de la ressource en eau. Alors, PLAC, ça veut dire un plan local d'adaptation au changement climatique. Je vais expliquer un petit peu comment on en est arrivé là et où on en est. Voilà, et puis expliquer sur la base de cas concrets les questions que ça nous pose. Est-ce qu'on les ferait de la même manière aujourd'hui? Voilà. C'est un peu l'idée de la présentation. C'est tout. Voilà. Donc, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, donc moi j'en suis le directeur, c'est un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau qui regroupe donc 11 intercommunalités. 101 communes aujourd'hui, à peu près 300 000 habitants. Le bassin versant fait 2195 km². Il y a sur ce territoire à peu près 3300 km de cours d'eau, ce qui fait une densité assez forte parce qu'on est sur une zone de socle. 20 000 hectares de zones humides et puis 3250 plans d'eau. Et puis vous voyez une part de la surface agricole utile importante. Alors, je mets ces quelques chiffres parce que ça présente rapidement le contexte dans lequel on se situe, une zone d'élevage sur socle avec pas mal de prairies et donc aussi des aménagements anciens liés au remembrement, création de plans d'eau. Et voilà, c'est un peu cette histoire a une incidence sur la ressource en eau et aussi sur sa vulnérabilité et du coup les réponses qu'on peut y apporter. Présenté sur cette carte, dans l'autre, ouais. Pardon. Non, laisse-moi la carte, alors qu'ils vont, ça va aller. Non, la carte. Voilà, juste une spécificité dans 11 intercommunalités, dont 10 ont transféré la compétence GEMAPI et une spécificité avec Limoges Métropole, avec qui on travaille un peu main dans la main, et Olivier le confirmera tout à l'heure, avec une convention de délégation. Voilà, donc avec une répartition de la compétence GEMAPI, tout ce qui est rayé est en convention de délégation et tout ce qui est en bleu reste en régie du service espace naturel de la métropole. Bon. Donc la GEMAPI, bon, c'était un petit rappel, mais j'ai l'impression que dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Donc voilà, les 4 items de l'article 211.7 du Code de l'environnement. Donc notre établissement public a dans ses statuts ces quatre compétences.
auquel on a ajouté les 2 autres d'après, Marc-Yvan, la mise en place de suivi analytique et puis l'organisation, l'animation, la coordination de différents contrats. Puis une spécificité qui est liée à l'histoire du syndicat, puisqu'on avait historiquement, depuis 89, l'aménagement d'équipements à vocation touristique et sportive sur la Vienne notamment. Donc ça, c'est resté dans les compétences statutaires. Alors, aujourd'hui, on gère la compétence GEMAPI à travers des contrats territoriaux milieu aquatique, qui sont donc un outil technique et financier de notre agence de l'eau Loire-Bretagne, multipartenaire. On a en pilotage direct ou en coordination directe 2 contrats territoriaux qui s'appellent Vienne Médiane et ses affluents. Donc, c'est le territoire un peu pêche, là, orange. Et le bassin de la Briance, qui est le bassin plutôt bleu. Donc, vous voyez que les dates en fait, de ces contrats territoriaux sont terminées depuis l'année dernière. On est dans la finalisation des opérations et on est maintenant dans une perspective de renouveler des contrats sur la période 2023-2028. Donc, on est dans une petite phase charnière où c'est le bon moment pour se poser et réfléchir. Donc, on travaille avec Olivier sur la constitution d'un contrat territorial milieu aquatique aussi sur la Vienne métropolitaine pour couvrir, vous voyez, l'ensemble de l'épage avec 4 contrats. Donc, un qui est en cours encore, Vienne source en action, donc plus à l'est, et les 3 autres qui sont vraiment au stade de la reprogrammation. Du coup, cette période-là, 2020-2021, c'était déjà pas mal de questionnements, 2 ans de transition, de réflexion. Alors, fin de tous les contrats, du coup, quel bilan on en fait et comment on se projette dans les nouvelles. Les dernières nouvelles élections municipales, donc des nouveaux élus, est-ce que les orientations politiques de ces élus sont les mêmes? Une nouvelle stratégie. Donc, on a initié depuis septembre l'année dernière une concertation avec une vingtaine d'acteurs locaux. Et ça pose la question d'une nouvelle gouvernance autour de ces contrats territoriaux aussi. Parce que, comment on va s'organiser. Et puis, il y a eu vraiment une très forte intégration des changements climatiques. Et donc, du coup, quelle nouvelle orientation on voulait donner à ces contrats territoriaux. Donc, je ne vais pas présenter ça, mais je dois avoir une diapo de synthèse de tous ces éléments de réflexion, parce que ça a été validé au comité syndical au mois de juin. C'est la diapo d'après, je pense. Voilà, où finalement, de toutes ces réflexions, on a 11 finalités qui ont été définies avec une petite feuille de route de l'épage. Maintenant, à charge à nous de savoir comment on applique ça sur les territoires et puis sur les masses d'eau. Donc, vous voyez qu'il y a tout un volet sur les pratiques agricoles, comment on essaie d'influer ou d'orienter les pratiques agricoles vers une adaptation à l'évolution de la ressource. Tout un travail sur les questions de continuité écologique. Donc, il y avait déjà ça dans les précédents contrats. Donc, on va sans doute poursuivre cette question de continuité écologique, mais peut-être avec un autre angle d'attaque, prenant en compte différents usages, prenant en compte les changements climatiques. Je reviendrai sur quelques exemples. Tout un volet sur la gestion des zones humides et comment on peut essayer de faire un peu de reconquête. On parle souvent de reconquête des zones humides, j'en entends parler depuis très longtemps, mais comment on passe à la phase active. J'ai entendu parler aussi du déremembrement en ce moment. Comment on arrive à peut-être regagner un peu de ces terrains humides. Un volet spécifique à notre territoire sur la gestion des plans d'eau, parce que, vous avez vu, on en a un nombre vraiment très important et ils ont une incidence sur la qualité d'eau, sur la quantité d'eau de certains bassins versants. Comment on associe une nouvelle gestion de l'ensemble de ces ouvrages. Un volet sur les disponibilités et la qualité d'eau. Un autre volet sur la gestion forestière qui est un peu nouveau, notamment en zone de captage. Un 7e axe sur les rivières préservées, protégées, aux écoulements naturels. Là, derrière ça, il y a toute la gestion des ripiscibles, la renaturation des cours d'eau, tous ces travaux vraiment liés au milieu aquatique. Donc pareil, j'ai quelques exemples là-dessus d'opérations qu'on a conduites et puis qui amènent à des réflexions. Et puis après, des axes plus transversaux comme la gouvernance, comme le suivi analytique juste et adapté, faire le bon suivi au bon endroit, la communication et l'animation. Là, je les passe un peu plus vite. Voilà. Donc,
de toute cette concertation, voilà, on a ces 11 axes, on a 94 actions qui ont été définies. Et puis maintenant, c'est notre feuille de route, comment on applique ça sur les territoires, et c'est notre travail du moment. Alors, je m'appuie sur quelques exemples. Alors, premier axe, la continuité écologique. Alors, déconstruction du Gué-Giraud, je le garderai en bon exemple, mais il y a peut-être des nouveautés à apporter à ce type d'opération. Alors, le Gué-Giraud, c'est un barrage qui faisait 6 mètres sur la Glane, qui était la réserve d'eau brute pour la production d'eau potable de la ville de Saint-Junien, avec des problèmes depuis 2010, 2008, 2010, de qualité d'eau liée aux cyanobactéries et de quantité d'eau, parce que la retenue était envasée à plus de 85%. Donc là, une petite image une carte postale avant la construction de ce barrage, qui a été construit dans les années 50. Voilà l'inauguration à droite, là, quasiment, le barrage en activité, et puis le projet de déconstruction de cet ouvrage. Alors, je mets bon exemple, et sans doute on le ferait pareil aujourd'hui, parce que là, on a bien noté les incidences des changements climatiques sur le réchauffement de la masse d'eau, et donc du coup, l'incidence des cyanobactéries sur cette ressource, et puis un débit de la Glane qui a baissé quasiment déjà de 6% sur les 15 dernières années. Et du coup, certaines journées de l'été, la ville de Saint-Junien arrivait à pomper quasiment l'ensemble du débit qui arrivait dans la retenue, puisqu'il n'y avait plus de réserve. Ça, voilà, les élus ont pris la décision déjà en 2013, en fait, d'arrêter cette ressource et de se connecter à Limoges, et donc de revenir à un état un peu plus naturel de la rivière et déconstruire. Alors, on le ferait sans doute aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas d'autre solution. Ce barrage, il n'était pas vidangeable, on ne pouvait pas le remettre en état. Donc, même en se projetant, je pense qu'on aurait fait la même chose. Par contre, ça pose quand même des questions sur le dimensionnement de la rivière. Et donc, j'y reviendrai parce qu'il y a d'autres questions sur la renaturation. C'est bien beau, on enlève l'ouvrage, on va réaménager la rivière, mais quel gabarit on lui donne? Et ça dépend des débits. Un autre exemple à peu près du même type, mais à une autre échelle, c'est un petit ouvrage qui était dans un parc monument historique, avec tout un lot de thématiques, un étang communal, un petit ouvrage, donc la question de continuité écologique, la question des ripisylves, je vais insister là-dessus ici, et puis la question du coup du devenir du site après. Alors les ripisylves, c'était un site où il y avait des épicéas qui étaient plantés sur une bonne superficie du limageur. Et on avait demandé à l'inspecteur des sites si, dans le cadre de gestion de ripisylves, on pouvait abattre ces épicéas qui n'avaient rien à faire à cet endroit-là, qui étaient plantés dans une zone humide de marais. Fin de non-recevoir parce que le parc était classé en monument historique, et on a été aidé par une tempête qui a mis tous les épicéas par terre. Donc du coup, il n'y a plus qu'à les exploiter, ce qu'a fait l'ONF, et ça a permis en fait de restaurer un peu cet ouvrage. Mais ça pose la question de la renaturation de ripisylves. Aujourd'hui, quelle essence on essaie d'introduire ou de favoriser? Et là, on a des discussions avec l'ONF, avec le CRPF, sur ces questions-là, c'est-à-dire une dynamisation de la ripisylve, vers quoi on doit aller. Je n'ai pas les réponses, mais il y a encore pas mal de discussions. Et dans les prochains travaux, si on doit être amené à recréer de la ripisylve ou de la régénération naturelle, voilà, quelle essence on va favoriser ou pas. La question des plans d'eau, j'y reviens. La question de continuité, j'en ai parlé un petit peu au-dessus. J'ai essayé de garder le timing, c'est pour ça. Alors, sur la question de continuité écologique, aujourd'hui, en fait, on a plusieurs questions. C'est comment on prend en compte les usages dans les choix d'aménagement. Donc, à l'issue de cette concertation, il y a un petit graphe qui est présenté, mais c'est plus pour que vous l'ayez sous la main par la suite. Peut-être qu'il sera détaillé après, mais c'est comment on prend en compte les usages et le classement des différentes rivières dans les choix que l'épage peut faire, et surtout à quel moment l'épage va accompagner des propriétaires d'ouvrages.
Et la deuxième, c'est une fois qu'on a fait ce choix-là, c'est dans le dimensionnement des aménagements, comment on se positionne par rapport au débit, parce que c'est quand même le débit, la vitesse d'écoulement qui va dimensionner les ouvrages de passe à poisson, de largeur de lit. Voilà, je vous disais la glane, moins 6% sur les 15 dernières années, c'est pas le pire, puisque la brillance, par exemple, c'est moins 13. Voilà, donc ça, on a déjà une incidence sur les modules et sur les débits d'étiage. Donc, comment on anticipe, comment on se projette avec des perspectives de moins 40 à moins 50% de ces débits à l'horizon 2050. Et ça, pour le moment, c'est vrai que dans les études qu'on conduit avec les bureaux d'études, on a plutôt tendance à prendre les débits du jour, même si on a anticipé les 15 dernières années, on va dire, mais on ne se projette pas dans les 20 prochaines. Oui, un petit zoom. Alors, voilà, c'est pour cette arme de décision là qui a été proposée, qui sera validée au prochain comité syndical, donc vous l'avez en prémisse, parce que c'est demain normalement. Il y a une porte d'entrée sur la régularité ou l'irrégularité des ouvrages. Alors, je mets des bémols sur la régularité, parce qu'il y a plein de choses derrière. J'ai vu qu'il y avait des agents de la DDT dans le public, donc voilà, on fait bien attention à cette question de régularité. Pour nous, c'est est-ce qu'il y a une existence légale, une consistance à ces ouvrages. Mais on a essayé de faire une porte d'entrée ensuite par rapport à l'usage avec une notion d'intérêt général, parce que tous les usages ne peuvent pas être considérés d'intérêt général, et donc on a fait un peu ce distinguo-là. Donc ça, c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que la notion d'usage et puis d'intérêt général n'était pas forcément une porte d'entrée quand on faisait nos précédents programmes de travaux. Aujourd'hui, on va essayer sur chacun des sites qu'on connaît, de le classer dans chacune des catégories pour savoir si l'épage intervient ou pas. Alors évidemment, la loi qui est passée cet été a un peu changé la donne, parce qu'il y a certaines travaux qu'on ne peut plus proposer aux propriétaires. Donc c'est une alternative en moins, voilà, sauf à ce que l'épage ait vraiment une politique très forte là-dessus, mais ça n'a pas encore été évalué. Oui, bon, on peut passer l'autre. Ça, c'est le bas de l'arbre. Alors, la stratégie en lien avec les plans d'eau. La même chose. On a fait, en fait, dans les anciens contrats, on avait des effacements de plans d'eau qui étaient proposés et quelques aménagements, sans prendre en compte l'usage. Donc ça, c'est quelques photos pour montrer quelques ouvrages où les changements climatiques ont forcément une incidence. Alors, vous avez par exemple au milieu, c'est un petit ouvrage qui fait la répartition de l'eau entre un étang et une dérivation. On part sur un postulat qu'on dérive un tiers de la rivière vers l'étang et 2 tiers vers la dérivation. Un tiers, 2 tiers d'un débit. Et aujourd'hui, la même chose, hein, dans le dimensionnement de ces ouvrages, on prend le débit qu'on connaît, mais on ne se projette pas sur moins 20 ou moins 40% de ce débit. Donc, c'est-à-dire que la forme et le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas du tout le même si on prend en compte ces évolutions climatiques. Juste dessous, vous avez voilà, alors c'est frais, hein, les deux petites photos, c'est une dérivation qui avait été créée d'un étang, donc vraiment pendant les travaux et juste après, la même chose, hein, le gabarit de cette dérivation, aujourd'hui, on le dimensionne avec le débit. La pente, on la dimensionne avec ce débit. Forcément, ces ouvrages-là, on ne les dimensionne plus de la même manière si on a une évolution des changements climatiques et des débits. Ensuite, donc ça, c'est plutôt pour la question de l'étiage ou du module. En bas, vous avez des ouvrages qui sont des déversoirs de crues. Ces déversoirs de crues, changement climatique, ils ont une incidence sur les débits d'étiage, mais aussi sur les débits de crues. Et depuis 2 hivers, on a des étangs qui sont en débordement de chaussée ou des routes inondées liées à des événements pluvieux spécifiques, souvent à l'automne et au printemps, là, qui sont un peu nouveaux, là. Des événements pluvieux soudains, avec la répartition des pluies différentes en lien avec ces changements climatiques, qui sans doute vont s'accentuer à l'avenir. Voilà, ces déversoirs de crues, aujourd'hui, on les dimensionne à la crue centenale. Demain, bon, sans doute qu'ils resteront
Donc la crue centenale évolue, mais aujourd'hui, en fait, on a des événements pluvieux qui amènent des crues soudaines avec des débordements. Donc ces ouvrages-là, il faut qu'on anticipe aussi, à l'inverse, de les dimensionner correctement. Plus globalement, derrière, il y aura une diapo sur la politique d'effacement des temps. Donc ça, c'est quelques exemples. Alors, je pourrais expliquer dans le détail, peut-être dans les questions, pourquoi on a une politique d'effacement des temps. Je ne vais pas y venir là. Juste un exemple, on a fait une étude de type HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. Les bassins versants qui sont les plus sensibles aux étiages sur notre territoire sont ceux qui ont aussi le plus d'étang. Donc le lien, je fais le stockage d'eau pour limiter la sécheresse. Bah, nous, on a des exemples sur le bassin qui c'est exactement l'inverse. C'est où on a le plus de retenue, où les sécheresses sont les plus importantes. Donc essayer d'effacer des plans d'eau pour revenir à des milieux humides un peu plus naturels et puis par ce fait soutenir un peu plus l'étiage. Voilà, on a cette idée-là dans les contrats. Par contre, du coup, je vais avoir une autre diapo, vas-y Marc. Voilà. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit poursuivre quand même cette politique d'effacement des temps? Alors, versus la qualité et la quantité d'eau, hein, et puis de qualité quantité de la ressource. Donc, je vous ai donné un exemple sur l'étiage de certains petits ruisseaux. Deuxième exemple sur la qualité d'eau, parce que c'est des bassines à cyanobactéries, hein, souvent ces plans d'eau-là. Donc, sur la qualité d'eau des milieux et puis de la ressource derrière, ça nous pose question aussi. Et ça, avec l'évolution des températures, l'évapotranspiration qui augmente, voilà, on peut imaginer que ça va peut-être pas s'arrêter comme ça. Mais donc, est-ce qu'on doit continuer cette politique d'effacement? Et comment on prend quand même en compte les usages là-dedans? Et donc, on a fait la même chose, un petit exercice d'arbre de décision avec quelques éléments d'usage qu'on essaye de prendre en compte. La défense incendie, hein, changement climatique dit aussi plus d'incendies. On le voit dans certains pays, peut-être pas encore chez nous, hein, mais on essaie d'anticiper ça. Et il y a pas mal de plans d'eau qui ont été identifiés comme défense incendie de certains territoires. Et ça, ce n'était pas un angle d'attaque qu'on avait, enfin, ce n'était pas une considération qu'on prenait forcément en compte. Donc là, aujourd'hui, il y a eu des réflexions là-dessus sur l'identification des plans d'eau défense incendie. Donc, on a pris contact avec le SDIS, qu'on ne faisait pas avant, pour essayer d'identifier ces plans d'eau-là. Donc, on a une cartographie aujourd'hui des plans d'eau qui servent à cette défense incendie. Et évidemment, il n'est pas question d'avoir une politique d'effacement de ces plans d'eau-là, parce que ça veut dire sinon reporter une dépense énorme sur les communes qui doivent l'assurer. Les réflexions aussi, c'est autour de l'agriculture. On a pas mal de demandes de création de plans d'eau. Il y en a, je crois, une soixantaine sur le département. Dans notre réflexion, c'est essayer d'adapter la séquence éviter, réduire, compenser de l'État pour, avant de créer des plans d'eau, alors qu'on en a déjà à plein, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les évolutions agricoles à travers un diagnostic d'exploitation, j'y reviendrai je crois après, pour faire évoluer les pratiques culturales peut-être, avant d'avoir besoin de les arroser. Donc essayer d'inciter à orienter l'exploitation agricole vers des cultures moins consommatrices d'eau avant de créer. Voilà. Et éventuellement, avant de créer, entre les deux, s'il y a un plan d'eau sur l'exploitation, comment on peut peut-être utiliser ce plan d'eau existant, cette ressource existante pour l'utilisation agricole. Donc cette question d'usage agricole. Un autre, c'était le soutien d'étiage. Je vous ai dit que il y avait des bassins versants qui étaient très sensibles à l'étiage. On a identifié sur ces bassins-là des très grands plans d'eau. Alors, quand je dis très grands, ils font plus de 10 hectares, jusqu'à 40 quasiment, qui sont sur les têtes de bassins versants. Donc, la question d'effacement de ces plans d'eau-là, elle ne se pose pas aujourd'hui. Ils ont d'autres usages touristiques, communaux. Par contre, on se pose la question de savoir si on ne peut pas les utiliser comme un soutien d'étiage de ces petits ruisseaux, ou même un soutien d'usage de ces petits ruisseaux qui sont en aval. Alors, je dis soutien d'usage parce qu'en fait, la réflexion est venue d'agriculteurs qui sont sur ces bassins-là et qui ont été voir le maire de la commune principale où il y a notamment 2 très grands plans d'eau pour demander aux propriétaires s'ils ne pouvaient pas lâcher un peu d'eau des plans d'eau pour l'élevage qui était derrière. Donc, on s'est dit, bon, il y a un soutien d'usage peut-être à réfléchir avec les propriétaires de ces plans d'eau et puis de faire une étude autour de ça. Donc, ça, c'est lancé.
Et puis, j'ai dû mettre les loisirs publics aussi, les baignades, voilà, poser des questions des baignades autour de ces plans d'eau-là. Donc, prendre la notion d'usage dans l'arbre de décision, d'intervention de l'épage, en complément de la politique d'effacement qui va continuer aussi, hein, mais il faut trouver l'équilibre, qualité, quantité, usage. Oui, ça c'est la même chose sur les plans d'eau irréguliers. Ça c'est des graphes synthèse. Voilà. Alors après, il y a tout un travail sur la renaturation des petits ruisseaux. Alors j'ai mis un exemple d'un petit ruisseau en zone rurale et je pense que Olivier aura des super exemples en zone urbaine. Alors où on peut avoir des enjeux locaux différents. Et vous allez voir dans les photos que j'ai dû mettre derrière et dans le dimensionnement de ces ouvrages-là, voilà une recalibration d'un petit ruisseau en zone agricole qui était un peu gênant sans doute pour l'exploitation. Donc voilà, on le recalibre un petit peu plus avec voilà, l'incision du lit que ça peut entraîner quelques images qui montrent bien à quel endroit était le lit avant et puis le fait qu'on le recalibre un peu ce que ça donne. Donc on a été amené à travailler ici avec l'Office français de biodiversité et puis l'agriculteur et l'entreprise qui avait fait ces travaux à renaturer ce petit ruisseau. Vas-y. Alors, j'ai mis quelques principes de dimensionnement et pour insister en fait sur les réflexions que ça nous apporte sur l'évolution des changements climatiques là-dedans. Les données d'entrée, quand on dimensionne, c'est la superficie du bassin versant, c'est la pente moyenne et le chemin le plus long de l'eau, l'occupation du sol, à travers un coefficient de ruissellement. Voilà, ce coefficient de ruissellement, là, il dépend de cette occupation du sol, mais il dépend aussi de la pluie qui tombe. Donc ça, forcément, sans doute, ce coefficient, il peut être amené à évoluer. Donc ça veut dire que les données d'entrée, dès les données d'entrée du dimensionnement, on a déjà un des paramètres qui, aujourd'hui, devrait évoluer. Deuxième donnée d'entrée, c'est le débit de plein bord avec un dimensionnement au Q2. Q2, aujourd'hui, voilà, on prend la banque hydro, on fait des calculs hydrauliques et puis on essaie d'estimer ce Q2. Demain, on a 40% de changement de débit en moins. Ce Q2, il bouge. Donc, le dimensionnement qu'on fait aujourd'hui, dans 20 ans, sans doute, il n'est pas bon. Et puis après, il y a une question d'alternance radier-fausse. Et là, on prend la largeur du lit. Et cette largeur du lit, pareil, on le dimensionne aujourd'hui avec les deux paramètres qui sont au-dessus. Si les deux paramètres au-dessus changent, la largeur du lit change. Donc, cette alternance, on peut avoir la même base, mais aujourd'hui, si on la dimensionne avec nos données d'entrée, elle est plus bonne demain. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc, tout ça, ça a une incidence sur l'épaisseur, la granulo du matelas alluvial, qui, elle, dépend de la puissance du cours d'eau. Puissance du cours d'eau qui dépend, elle aussi, du débit. Donc, vous voyez que tout ça, c'est en lien avec, évidemment, ces données d'entrée. Bon, après, c'est quelques exemples. Ça, c'était renaturation d'un petit ruisseau dans un étang. Les photos qui sont dessous. Et vous avez derrière... Vas-y, pardon. Une photo aérienne, du coup, on voit bien le cours d'eau qui avait été recalibré, le projet qui a été dimensionné avec l'Office français de biodiversité, avec des coupes, des profils en travers et le profil en long, avec cette fameuse alternance radier-mouille, qui ont été dimensionnées aujourd'hui avec des données d'entrée d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui a été fait cet été, là. Dans 20 ans, je ne sais pas s'il sera toujours aussi efficace. J'ai pas de réponse à ça, mais on se pose des questions. Et derrière, vous devez avoir des photos de la réalisation. Voilà. Alors, c'était pas en eau. Hein, le cours d'eau a été fait et l'eau n'était pas encore basculée dans ce nouveau ruisseau. Mais les questions qu'on pose là-dessus, c'est du coup quel débit prendre en compte dans les dimensionnements, comment on les modélise, parce que cette modélisation peut changer. Et du coup, ça a une incidence sur la largeur du lit mineur, sur la granulo qu'on peut mettre, sur la vitesse d'écoulement. Et c'est aussi vrai, ça, dans le dimensionnement des ruisseaux après effacement d'étang, puisque ce travail-là, on le fait aussi quand il y a un effacement d'étang dans la renaturation du petit ruisseau qu'on va faire. On va avoir les mêmes questions. C'est est-ce que le dimensionnement qu'on fait, on ne doit pas le revoir un petit peu ou le sous-estimer pour réduire un peu les gabarits, quitte à ce que ça déborde plus. À la limite, c'est moins grave pour nous, mais qu'on anticipe ça.
Alors ça, c'est un autre exemple, c'était par exemple la mise en place d'épis, où dans le lit, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte dans le dimensionnement. Donc voilà, il y a un code couleur, hein, la largeur des épis en rouge, la hauteur de ces épis et la largeur du lit souhaité. Cette largeur du lit souhaité dépend de la vitesse par rapport au débit. Donc là encore, quand on va dimensionner des ouvrages de lit, enfin d'épis ou autres, hein, il y a plein d'autres techniques, sachant que les débits vont être modifiés, comment on fait? Bon, ça, c'est un autre exemple avec la recharge granulo, mais c'est le même principe. Donc, c'était plus pour montrer. Donc, voilà, continuité écologique, plan d'eau, politique des étangs, la réflexion du changement climatique, elle est pleinement dedans. Et maintenant, on a aussi une question sur la nouvelle orientation agricole. Alors, ce n'est pas nous qui la donnons, hein, la nouvelle orientation agricole, c'est évidemment humble là-dedans, mais ça a une incidence très forte sur la qualité de la ressource en eau. Vous avez vu qu'on a 65% du territoire en SAU, donc forcément des zones humides agricoles, des rivières en zone agricole. Et, je ne vais pas dire qu'on n'a que ça, mais on en a beaucoup. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on peut prendre en compte les besoins des agriculteurs sans remettre en cause la gestion globale de la ressource. Comment on peut essayer d'assimiler la séquence éviter, réduire, compenser, et puis mettre en place les bons outils, et puis mettre ça en perspective avec les outils de l'agence, notamment les diagnostics individuels d'exploitation et l'accompagnement individuel. Donc nous, on pense que c'est une bonne entrée, ce diagnostic individuel d'exploitation, parce que ça permet de parler avec l'agriculteur de l'ensemble de la problématique de l'eau. Et vous avez un petit diagramme qui est en proposition de... j'ai déjà dépassé mes 30 minutes, donc il va falloir que j'aille vite, de comment on imagine le diagnostic individuel d'exploitation avec vraiment la porte d'entrée agronomique, c'est l'évolution des pratiques culturales, la question de la biodiversité, la gestion des zones humides dans l'exploitation agricole, la question vraiment de l'eau centrale avec la problématique de l'abreuvement, la problématique des étangs, la problématique de l'irrigation, éventuellement de continuité écologique s'il y a, parce que ça peut faire aussi une retenue dans l'exploitation. Et puis éventuellement en option la gestion des haies avec la question du ruissellement, des terres arables. Voilà. Donc qu'on puisse étudier l'ensemble de ces paramètres sur un diagnostic d'exploitation, ben, ça nous semble être une bonne porte d'entrée. Donc ça, c'est un outil on va essayer de développer, qu'on utilisait déjà, mais qu'on a renforcé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était essentiellement sur l'abreuvement, on va dire, sur la question de la morphologie des rivières, sur comment on peut limiter l'impact des bovins sur la morphologie des cours d'eau. On va essayer de prendre un peu plus de hauteur et d'intégrer plus tous les paramètres de l'eau dans l'exploitation. Et un dernier point pour faire une petite ouverture, c'est l'accompagnement des communes dans la restauration des mares. Alors, ça peut être anecdotique, mais la question qui se pose là, c'est les annexes hydrauliques et puis la prise en compte de la biodiversité et l'incidence des changements climatiques sur la biodiversité. Alors, nous, je l'ai mis à travers cet exemple de restauration des mares. Je vais avoir quelques images derrière, voilà, qui expliquent comment ça se passe. Hein. Ça, je vous le laisserai. C'est un cycle de 2 ans où on fait un inventaire, on fait beaucoup de pédagogie, on fait des chantiers et puis du suivi analytique. Et puis après, voilà, c'est en boucle comme ça sur une commune. Je vais me passer. Ça donne cet exemple-là avec des réunions publiques et puis une cartographie à l'échelle communale des secteurs prioritaires. Une dernière diapo, je le passe vite. Voilà. Et la question qui se pose, c'est maintenant comment on se projette en fait dans la question de ces corridors écologiques pour favoriser une biodiversité aquatique. Forcément, ces mares, elles peuvent être temporaires. Hein, elles peuvent se vider, mais comment on anticipe ça? Et puis, comment on essaie d'intégrer l'ensemble de ces inventaires dans une démarche plus collective de trame verte et bleue alliée avec les PLUI. L'idée, c'est en fait, on sait que les changements climatiques vont avoir une incidence sur la biodiversité. On sait que les espèces vont être amenées sans doute à évoluer. Comment nous, on arrive à créer des habitats ou faire des connexions entre les habitats pour que cette biodiversité puisse éventuellement se déplacer et puis s'adapter. Et donc, syndicat d'aménagement, on peut être amené sur des travaux de ce type-là, de mares par exemple, à essayer de travailler avec les intercommunalités ou les PLU ou des documents supérieurs à créer ces corridors écologiques.
Et donc, la continuité écologique pourrait rentrer là-dedans. Comment on favorise ces questions de continuité écologique pour faciliter la mobilité des espèces. Voilà, donc tout le travail autour des habitats plutôt que simplement prendre en compte l'espèce. Voilà, j'ai essayé de faire court, rester dans les girons des 35 minutes, et puis voilà, forcément, c'est pas détaillé, mais voilà, c'était susciter des questions. Tu as complètement réussi, Johan. Merci beaucoup pour ta présentation. On peut prendre peut-être un peu 5 minutes pour éventuellement avoir des questions en direct de la part des auditeurs, s'il y en a. Donc, vous levez la main, vous devez pouvoir lever la main sur Teams, et vous n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'en ai peut-être une avant de passer enfin plusieurs même, avant de passer à la présentation suivante. Moi, j'en avais une première. Bon, c'est très local, mais tu as parlé du Gué-Giraud. Qu'est-ce qui serait passé en fait si cette réserve n'avait pas été autant envasée? Est-ce qu'on aurait eu le même choix de déconstruction, ou est-ce qu'on aurait continué à essayer de le maintenir? Parce que cet envasement était devenu critique. Il est lié aussi un petit peu à l'exploitation de cette retenue-là. Bon, voilà, à ton avis, est-ce qu'on aurait été vers le même programme ou pas? Non, je pense pas. Non, je pense pas. À mon avis, il serait resté. D'accord. Ouais, à mon avis, il serait resté. Là, le gros inconvénient de cet ouvrage, c'est qu'il n'avait pas de vanne de vidange, donc impossible de le vider, et puis surtout de l'autocurer, enfin de le gérer de ce type-là. Je pense que si ces dispositifs avaient été existants, il aurait été peut-être mieux entretenu, mieux géré, parce qu'ils auraient eu les outils, et il serait resté. J'en suis à peu près convaincu là pour le coup. C'est vraiment le fait que la commune a eu un moment la main sur le robinet à dire on va être obligé de fermer l'alimentation en eau potable de 12 000 habitants, qui a fait réfléchir à dire comment on peut trouver une autre ressource, trouver autre chose. Et le fait qu'on ait trouvé autre chose a fait qu'on perd l'usage de l'ouvrage, et que sa mise aux normes, parce que la mise aux normes reste, la glane est classée liste 2, donc avec une obligation de restauration de continuité écologique. Le barrage fait plus de 5 mètres, donc avec une obligation de visite décennale. Donc ça veut dire que de toute façon, il fallait pouvoir le vidanger pour faire cette inspection, donc l'équiper. Et le coût de ces ouvrages-là, et même du désensablement de la retenue avec l'exportation des matières, dans un contexte que je pourrais expliquer, mais qui était très compliqué, c'était voilà, rien que le coût de ça, le maire a dit non, c'est pas la peine, on déconstruit. Donc ça a aidé en fait à cette décision-là. Mais je pense que sinon, il serait resté. Ok. Il y a eu une question par écrit. Oui, alors mis pour là. Oui, il y a une question effectivement. Des questionnements plutôt. Ouais, le réchauffement climatique, c'est aussi l'augmentation des événements extrêmes type crue. Alors, sous-dimensionner à outrance les cours d'eau, est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'augmenter ce risque d'inondation? Et c'est complété par une remarque: si dans 20 ans les débits baissent, le lit mineur ne va-t-il pas se rétrécir de lui-même de façon naturelle en se végétalisant? C'est juste, c'est juste. Après, je pense que ça dépend beaucoup du contexte aussi. C'est-à-dire que là, les exemples que j'ai montrés sont plutôt en contexte ruraux. Donc, les enjeux liés à l'inondation, ils sont vachement limités. Je pense que Olivier a un autre exemple qui va amener à une autre réflexion. Je vais le laisser faire. Mais oui, non, c'est vrai. Après, laisser faire le lit mineur en se végétalisant, oui, c'est une bonne. La nature s'adapte bien dans ces coins-là. Ok. Moi, j'ai peut-être une dernière question, à moins que Jacques, tu as peut-être des questions de ton côté également. Non, juste ça, ce qui est questionné, finalement, on voit bien, il n'y a pas forcément des réponses, mais il y a nécessairement, par le biais de ces questions et ces retours d'expérience par rapport au changement climatique, d'aller un petit peu à tâtonnement, de fait, mais surtout aussi de se reposer la question par rapport au lien avec l'aménagement du territoire. Parce que
je pense que les exemples avec l'arbre de décision où on repose les usages, mais si on repose les usages pour les prendre en compte, c'est aussi comment ces usages évoluent. Donc, c'est aussi un questionnement donc de développement et d'aménagement du territoire, donc de choix de territoire, donc de planification. Et on voit bien que c'est pas évident. Quand on dit est-ce que le lit, sur une question technique, voilà, le lit mineur ne va-t-il pas rétrécir de lui-même? Ben oui, mais c'est vrai que c'est des options. Du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça, je sais pas si on a tous des réponses, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de se projeter dans des choses un petit peu inconnues. Quelle biodiversité demain, ça a été évoqué. Quel positionnement on doit prendre. Et je pense que on le fait peut-être pas assez parce qu'on doit aussi peut-être se reposer. La continuité écologique, elle a été évoquée, mais on peut se la poser sur les classements des cours d'eau, sur la problématique du bon état aujourd'hui tel qu'il est abordé sur certains cours d'eau et comment il va évoluer et du coup comment on doit y répondre à travers des programmations. Et l'exemple que tu prends, et peut-être que tu peux peut-être intervenir là-dessus, sur comment vous avez abordé, parce qu'en fait, vous avez fait des bilans de contrats et donc sur une histoire de programmation, en se disant, bah, par rapport à ce bilan et ces évaluations que l'on fait, on se reprojette sur 5 à 10 ans en commençant à se poser des questions par rapport au changement climatique, mais tu l'as dit peut-être pas complètement, Johan. Du coup, moi, ça me questionne. Je me dis, est-ce que quand même, il ne faut pas qu'on aille jusqu'au bout de ces questionnements-là, parce que derrière, il y a quand même des problématiques de financement, d'accompagnement de financement. Est-ce qu'il ne faut pas non plus revoir aussi les accompagnements financiers? Je ne sais pas comment vous avez abordé ces sujets et comment vous vous êtes questionné. C'est plus sur l'évaluation, hein. Je le traduis sur comment on juge le bon état. Il y a pas mal de discussions là-dessus sur quels indicateurs on prend. Aujourd'hui, nous, on juge essentiellement, alors, sur notre territoire, hein, la biologie, c'est-à-dire les macroinvertébrés, les diatomées et les poissons. On fait très peu de physico-chimie parce que on est dans un territoire, c'est plutôt en bon état et c'est pas le paramètre déclassant. 98% de nos stations sont déclassées par la bio et pas par la physico-chimie. Par contre, dans la question du bon état écologique des milieux aquatiques, on ne prend que des indicateurs aquatiques. Et on a des discussions autour des autres indicateurs de biodiversité qui peuvent rayonner autour des milieux aquatiques. On pense aux chiroptères, on pense aux oiseaux, on pense à, voilà, on en a parlé aussi avec les organismes qui font ça chez nous, là. Comment on peut aussi intégrer d'autres paramètres pour juger le bon état écologique des milieux aquatiques. Et là, il y a sans doute des indicateurs sur les batraciens, par exemple, qui peuvent être assez critiques parce qu'on a eu quelques retours d'expérience du Pays Basque, j'en parlais avec Marc Yvan tout à l'heure, où la biodiversité batracienne est un peu en déclin, quoi. Et donc ça, nous, dans le bon état écologique des milieux aquatiques, on le prend pas dans le jugement du bon état au sens de la directive cadre. Et donc ça, voilà, j'ai pas de réponse, hein, mais les réflexions aujourd'hui, c'est comment on peut associer d'autres indicateurs pour essayer de mieux juger le bon état écologique des milieux aquatiques. Et il y a un travail intéressant aussi sur le oiseaux éripicilves. J'ai trouvé un guide là, il n'y a pas longtemps sur un indicateur de biodiversité là-dessus là, qui était intéressant. Je n'ai pas les réponses, mais on y pense. Dans le prochain contrat, on va essayer de proposer des expérimentations ou des tests là-dessus. Voilà, il y a des questions autour de la prise en compte des oiseaux nicheurs sur les plans d'eau du Limousin. Donc, si on fait une politique d'effacement de plans d'eau, finalement, avec ces indicateurs d'évolution, de migration aussi des oiseaux qui peuvent être plus sédentaires, comment on prend ça en compte, quoi. Après, c'est vrai que, bon, pour parler des oiseaux un petit peu, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi cette incertitude d'indicateurs. Quelle valeur ont ces indicateurs, sachant qu'on voit aussi évoluer énormément avec l'adaptation au changement climatique, avec le changement climatique. On voit aussi évoluer très clairement les aires de répartition des oiseaux, des batraciens, etc. Donc,
gérer avec un indicateur qui lui-même va varier au cours du temps, c'est quelque chose qui est une question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait avec ce qu'on connaît. Hein. Nous, on maîtrise plutôt bien les IBGN, les IBD, les IPR. Voilà, c'est rassurant, on va dire. On sait où on va. On se projette dans des nouvelles réflexions, mais pour le moment, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va passer peut-être plus une dernière question qui est un peu provocatrice, mais de façon... Ah non, je crois qu'il y a une question... Oui. La teneur en bois mort d'une rivière serait, à mon sens, un indicateur aussi du fait des conséquences positives sur le milieu. Donc c'est plus une remarque qu'une question. Moi, j'avais juste une question qui est un petit peu provocatrice, c'est est-ce que les changements climatiques et les incertitudes du changement climatique ne rendent pas à la fois faciles et à la fois parfois plus difficiles les discussions avec les différents usagers? On parlait des étangs, des effacements d'étangs, on parlait aussi du monde agricole. Moi, j'entends beaucoup de choses contradictoires, en particulier sur l'effacement d'étangs et sur le rôle des étangs et sur la confusion des étangs avec les énimites, par exemple. Et en particulier, cette notion de stockage des étangs qui est de plus en plus amenée et justifiée par certains acteurs vis-à-vis du changement climatique. Et dans ton art de décision, le rôle que vous avez justement de cette concertation, est-ce que parfois il n'y a pas des arguments contraires qui s'opposent et qui utilisent finalement le changement climatique pour défendre des positions plus anciennes? Oh bah si. si, nous on a bien noté que depuis 2 ans dans la concertation, ça a tendu hein, des discussions, quoi. Si. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place cette arme de décision là, pour un peu mieux positionner la collectivité dans ce qu'elle doit faire et de bien indiquer que l'eau est patrimoine commun. Et donc nous, notre rôle, c'est la préservation de la ressource dans un cadre d'intérêt général et pas forcément d'intérêt particulier et privé. Et souvent, quand on a des propriétaires en face de nous, on leur dit c'est pas, on vient pas vous voir parce que c'est votre plan d'eau, votre aménagement, votre moulin qui nous pose souci. C'est parce que quand on prend de la hauteur à l'échelle d'un bassin versant et d'une masse d'eau, la multiplicité de ces ouvrages-là crée un problème sur la qualité et la quantité d'eau de la ressource. Et c'est souvent ça qu'on est. Donc reprendre de la hauteur, remettre la collectivité dans son rôle d'intérêt général de préservation de la ressource, c'est souvent le message et la pédagogie qu'on fait. Hein, ça, parce que c'est pas, on ne vient pas embêter un propriétaire pour l'embêter. C'est pas ça notre rôle. Ok, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Il y avait une remarque aussi sur la recharge granulométrique dans le cadre de finalement la renaturation naturelle, on va dire, du cours d'eau en fonction des dimensionnements et des évolutions de dimensionnement liées au changement climatique et qui est bien sûr plus que recevable. Je vais arrêter de partager et laisser la parole à Olivier Don. Vous me dites si le partage est parti. A priori, oui. Je pense que... Donc, on va pouvoir regarder les exemples donc, sur Limoges Métropole. Je rappelle que Olivier Don est chef de service à la direction des espaces naturels de Limoges Métropole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais partager à mon tour l'écran. J'espère que ça va correctement fonctionner. Je vais me mettre au début, ce ne sera pas plus mal. Éventuellement Voilà. en format diaporama. Voilà. Ouais, merci. Normalement, c'est fait. Est-ce que tout le monde, est-ce que ça a fonctionné? C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je m'appelle Olivier Don et je travaille au service espace naturel de Limoges Métropole. Alors, je ne suis pas tout seul ce matin. Je suis accompagné d'un de mes collègues, Christophe Monteil, qui est technicien rivière dans le service, parce qu'en réalité, je dois vous avouer que le sujet des cours d'eau n'est pas vraiment ma spécialité. Et bon, là, je m'adresse quand même à des personnes qui ont un savoir-faire
et des connaissances assez pointues dans le domaine, donc j'ai préféré être accompagné d'un de mes collègues pour répondre à vos questions lorsque vous en aurez, en tout cas j'espère que vous en aurez, au terme de cette présentation. Donc je vous prie de m'excuser si vous trouvez que cette présentation ne répond pas tout à fait correctement à vos attentes, c'est tout à fait possible. Je voudrais que vous la preniez plutôt comme un témoignage. Voilà, c'est le témoignage de quelqu'un qui va vous présenter des événements qu'il a eu à traiter, qu'il a eu à gérer dans le cadre de ses fonctions et qui concernent effectivement des problèmes liés à de la renaturation de cours d'eau extrêmement dégradés, et sur lesquels on peut faire le lien, ou on pourra faire le lien ensemble avec le changement climatique, qui peut être un des facteurs aggravants. Et si j'ai intitulé mon diaporama « Mieux vaut prévenir que guérir », parce que vous connaissez tous cet adage, c'est parce que j'ai voulu aborder la question sous l'angle eh bien du curatif et du préventif, évidemment. Donc je vais maintenant développer cette idée à travers un exemple. Petite présentation néanmoins pour commencer de la structure qui m'emploie. Donc c'est une communauté urbaine, Limoges Métropole, qui a été créée en 2002, qui était à l'origine constituée de 17 communes. Aujourd'hui, elle en fait 20, 210 000 habitants. Johan en a parlé tout à l'heure, hein, nous sommes situés au cœur de ce que l'on appelle la Vienne médiane, donc vraiment au milieu à peu près du bassin versant de la Vienne. Et notre PCI, notre établissement public, dispose d'un certain nombre de compétences qui lui ont été attribuées par ses communes membres: la voirie, l'assainissement, l'eau potable, en fait le grand cycle de l'eau, hein, les transports, le développement, les espaces naturels. Et dans les espaces naturels, eh bien, nous retrouvons un certain nombre de sujets un petit peu plus précis. Alors nous faisons des études, des inventaires naturalistes. Nous avons mis en place tram verte et bleue, tram nocturne, et nous avons un projet de tram brune sur le territoire de Limoges Métropole. Nous faisons de la maîtrise foncière d'espaces naturels, des plans de gestion évidemment pour ces espaces naturels. Nous avons cette compétence donc, que l'on appelle désormais GEMAPI. Nous avons constitué aussi un observatoire communautaire de la biodiversité qui nous permet, couplé au SIG communautaire, d'avoir et d'éditer des cartes très intéressantes que nous mettons à disposition de nos élus et de nos services techniques pour l'aménagement du territoire. Nous faisons également tout ce qui concerne la valorisation du patrimoine naturel à travers des animations auprès des scolaires, auprès du public. Nous aménageons également des sentiers de découverte et nous balisons des sentiers de randonnée. Pour continuer plutôt spécifiquement dans le domaine des cours d'eau, donc, en fait, dès le début, hein, Limoges Métropole s'est impliqué dans la préservation et la mise en valeur de ces cours d'eau et de ces zones humides, puisque 2 ans seulement après la création de l'EPCI, nous avons engagé ce que l'on appelait à l'époque des contrats de restauration-entretien, les CRE, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc en 2004-2009, nous avons réalisé un contrat de restauration-entretien sur la Valouane, et ensuite 2 contrats territoriaux de milieux aquatiques se sont succédés sur les bassins versants de Laurens, de l'Ozette et à nouveau de la Valouane jusqu'à l'an dernier, en 2020. Et en fait, nous avons essayé d'accompagner les évolutions récentes du contexte administratif et juridique de la gestion des cours d'eau, puisque en juin 2017, le Conseil communautaire a décidé une prise en charge anticipée de la compétence GEMAPI. Jusqu'alors, c'était une compétence facultative de l'EPCI qui avait été confiée par les communes. Nous avons adhéré à l'établissement public territorial du bassin de la Vienne en avril 2019, de même que nous avons adhéré, mais hors GEMAPI, à l'EPAGE, qui est dirigé par Johan et qui a pris la parole tout à l'heure, au 1er janvier 2020. Et nous avons signé, il a signalé tout à l'heure, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage sur une partie de notre territoire qui est effective depuis le mois de février 2020. Et suite aux dernières élections, donc le conseil communautaire a été évidemment entièrement remanié et nos nouveaux élus ont décidé de se lancer dans un projet de territoire en transition hydrique. Le réseau hydrographique de Limoges Métropole, c'est assez complexe finalement. Notre territoire administratif intersecte de très grands bassins versants,
comme celui de la Glane, par exemple, ou comme celui de la Briance, qui nous concerne un tout petit peu dans le sud de notre territoire. Nous avons une toute petite partie, bien entendu, du bassin versant de la Vienne, qui est immense, mais qui traverse notre territoire de part en part. Il est en vert sur cette carte, hein, il nous traverse d'est en ouest. Mais nous avons également des petits bassins versants, des petites masses d'eau qui sont intégralement ou quasi intégralement situées à l'intérieur de notre territoire administratif. Donc je citerai par exemple l'Auzette qui apparaît ici en orange, la Valoine qui apparaît en bleu, le ruisseau du Félix qui apparaît en violet, voilà, des petits bassins versants qui sont intégralement situés chez nous. Je vais vous parler d'un ridicule et minuscule cours d'eau qui s'appelle le ruisseau du Raz, qui se situe donc plutôt dans le sud de notre territoire, là, à l'intérieur de ce rond rouge que je vous ai signalé. Il est tout à fait minuscule, il fait, allez, on va dire un petit kilomètre, à peine 1 kilomètre de long. Petit cours d'eau, mais gros souci. Mais si on le compare évidemment à d'autres cours d'eau et à d'autres linéaires du territoire de Limoges Métropole, vous voyez qu'effectivement, il ne fait pas le poids. On a des linéaires, notamment de Laurens, qui sont beaucoup plus conséquents. Voilà, 70 km de Laurens sur Limoges Métropole, 37 sur le ruisseau du Palais et ses affluents. Voilà, ça fait un total d'environ 250 km de linéaire de cours d'eau sur Limoges Métropole, hors Petit Chevelu. Alors, on ne travaille pas du tout à la même échelle que les pages. Il ne faut pas forcément comparer les chiffres avec ceux qui ont été donnés par Johan tout à l'heure. On a un territoire beaucoup plus modeste. On a également réalisé, pour donner un peu les mêmes infos que Johan, un inventaire des zones humides sur notre territoire. En fait, on a fait 2 inventaires successifs à 10 ans d'intervalle, un en 2008, un en 2018. Et nous avons sur notre territoire environ 2200 hectares de milieux humides. Ça nous a permis, en fait, ces 2 inventaires à 10 ans d'intervalle, de faire le constat de tendances défavorables, voire extrêmement défavorables, sur certains bassins versants. Et bien entendu, je vous rappelle que ces zones humides ont un intérêt majeur sur l'hydrologie des cours d'eau, mais bien entendu aussi sur la biodiversité, mais vous le savez tous. Alors venons-en au cœur du sujet. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'un ridicule cours d'eau d'à peine 1 kilomètre de long. Il est situé intégralement sur la commune de Condat-sur-Vienne. Alors Condat-sur-Vienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune qui se trouve au sud de Limoges. Enfin, c'est un petit peu la banlieue sud de Limoges, tout simplement. Et le cours d'eau, eh bien, c'est un affluent direct de la Vienne. Il prend sa source sur la commune de Condat et se jette directement dans la Vienne, toujours sur la commune de Condat. Donc si on fait un zoom, voilà, il est là. Voilà, il y a 2 branches principales qui se rejoignent dans un milieu prairial. La particularité de ce cours d'eau, c'est qu'il est finalement sur un versant relativement accidenté. C'est assez pentu sur cette commune. Et si on regarde un petit peu son bassin versant, je voulais indiquer, voilà, c'est ce qui figure en fait à l'intérieur du périmètre rouge. Il est sur une surface d'environ 42 hectares. Son impluvium fait environ 42 hectares, on va dire. Et cet impluvium, il est en très grande partie occupé par du réseau maintenant. En fait, le cours d'eau prend naissance à l'exutoire d'un réseau d'eau pluviale, mais qui capte également des sources qui aujourd'hui n'existent plus. Elles ont été recouvertes par des zones urbaines, par des lotissements en particulier. C'est du résidentiel à ce niveau-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de cet exutoire, le ruisseau s'écoule ensuite à travers des prairies et une zone boisée jusqu'à la Vienne sur environ 1000 mètres. Il s'écoule en fait à l'intérieur d'un corridor écologique que nous avons identifié dans le cadre de la trame verte et bleue de Limoges Métropole. Et la commune de Condat-sur-Vienne souhaite justement valoriser cette portion de son territoire qui est encore relativement préservée, on va dire, de l'urbanisation, pour mettre en valeur ce patrimoine naturel
à travers la randonnée pédestre, à travers des équipements pédagogiques. Alors voilà deux photos qui sont assez parlantes, que j'ai extraites en fait de Géoportail, du site Géoportail. Alors à droite de l'écran, vous avez l'impluvium que je vous ai représenté à nouveau en rouge en 2000, et 20 ans après, en 2020, donc l'an dernier. Donc voilà par contre un secteur qui nous intéresse plus particulièrement, cet impluvium. Voilà en 2000, et voilà ce qu'il est devenu en 2020. Donc il y a eu un changement assez important, vous le remarquez, à l'intérieur de cet impluvium. Il a connu une urbanisation assez importante au cours des 20 dernières années. Alors certes, l'urbanisation avait déjà commencé, on peut la dater des années 70 en fait, hein, l'urbanisation, le début de l'urbanisation, on va dire, de l'impluvium, mais elle s'est fortement accentuée au cours des 20 dernières années. Pour mémoire, je vous rappelle tout de même que la loi sur l'eau date de 1992. Et quand on regarde les caractéristiques de l'impluvium, on constate que par rapport à son état naturel, c'est-à-dire s'il était entièrement couvert de bois et forêts, le coefficient de ruissellement reconstitué serait aux alentours de 0,2. En 2010, lorsque nous avons étudié ce bassin versant, cet impluvium, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, il était passé à 0,43. Et il est aujourd'hui finalement probablement plus proche encore de 0,5 en 2021, cette année. Pourquoi on l'a étudié en 2010? Tout simplement parce qu'en 2010-2011, les services municipaux de Condat nous ont signalé de graves désordres sur ce cours d'eau. Et je pense que les photos qui apparaissent maintenant à l'écran sont suffisamment parlantes, mais en fait, ce qui a été constaté sur le terrain, eh bien, c'est une déstabilisation complète de l'exutoire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui donne naissance à ce cours d'eau, avec la création notamment d'une large fosse de dissipation, un affouillement important sous ce collecteur, sous l'exutoire en fait, qui menaçait la stabilité de la voirie, une très très forte érosion verticale et latérale, ce qui a entraîné une profonde incision du lit du cours d'eau. En fait, le lit s'était encaissé sur des profondeurs variant de 65 cm à plus de 4 mètres. Et donc vous comprenez bien que l'agriculteur qui exploitait avec son troupeau les prairies qui étaient traversées par ce cours d'eau ne pouvait plus décemment y amener son troupeau. Si la noiraude tombait dans le lit du cours d'eau, elle ne pouvait pas remonter toute seule, hein, ça c'est clair. On avait évidemment une forte instabilité morphologique, une totale déconnexion du ruisseau avec les milieux humides riverains. La ripisylve, évidemment, n'existait plus. Elle avait été entièrement emportée par les débits torrentiels de ce cours d'eau. Et surtout, et je terminerai là-dessus, ce cours d'eau faisait désormais porter une grave menace sur l'aqueduc du talus ferroviaire qui porte la ligne Limoges-Bordeaux, qui est située juste à l'aval. Je vais peut-être remonter à la diapo précédente, parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ici, ce gros trait noir là, qui passe en contrebas du ruisseau, c'est la ligne Limoges-Bordeaux. Donc si je reviens à ma diapo et que vous preniez connaissance de l'allure du cours d'eau en 2011, vous comprenez qu'il y avait quand même de sérieuses menaces sur cette ligne ferroviaire. Donc là, je vous ai montré en fait la dégradation n'était pas entièrement répartie sur tout le cours d'eau. Il y avait 3 secteurs aux sections extrêmement altérées, plutôt à l'amont du cours d'eau, et une section moyennement altérée dans la partie boisée, tout simplement parce que justement le réseau racinaire du boisement permettait quand même un maintien minimal des berges du cours d'eau. C'est là où nous trouvions finalement l'incision la moins importante, c'est là où elle faisait entre 60 et 80 cm.
et les incisions de plus de 3 à 4 mètres de profondeur étaient situées dans les parties amont. Alors bien entendu, nous avons lancé immédiatement, enfin en tout cas dès que nous l'avons pu, une mission d'étude et de maîtrise d'œuvre avec un cabinet que nous connaissons bien, c'est l'agence de Limoges du cabinet Aegis-Eau, avec pour mission bien de rechercher et de comprendre le fonctionnement hydraulique de ce cours d'eau, de faire des recherches historiques aussi sur l'évolution du bassin versant et de voir quels avaient été ces événements pluvieux qui avaient généré ces désordres gravissimes, de faire le diagnostic, évidemment, des milieux connexes. Donc là, je parle des zones humides qui étaient aujourd'hui complètement déconnectées, par contre. De faire des propositions, de scénarios de renaturation complète, avec surtout des aménagements permettant de sécuriser les équipements publics. Et là, je parle évidemment de la voie ferrée qui se trouvait à Laval, d'évaluer les coûts, de nous assister dans le montage administratif et juridique du projet, et d'assurer ensuite la conduite et la réception des travaux. Donc les études ont duré 2 ans, hein, 2011 à 2013, et surtout, ce sont les contacts avec les propriétaires fonciers qui nous ont pris énormément de temps, puisque nous avons essayé de prendre la maîtrise foncière du linéaire, c'est-à-dire d'acheter les bandes de terrain, non pas les parcelles tout entières, mais des bandes de terrain pour nous permettre d'accéder déjà au cours d'eau et d'y travailler de manière plus confortable d'un point de vue juridique, ce qui a été malheureusement refusé par les propriétaires de l'époque, ce qui nous a obligés à suivre une procédure de déclaration d'intérêt général avec enquête publique. Et voilà, ce qui explique la raison pour laquelle nous avons mis beaucoup de temps finalement à passer à la phase opérationnelle du chantier qui a eu lieu en 2015. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais les études, elles nous ont permis aussi de mieux comprendre ce qui s'était passé. Nous avons par exemple constaté que le remblai SNCF, qui supporte la voie à Laval, franchit le ruisseau du Raz, donc pas très très loin finalement de la confluence avec la Vienne, et que en fait le franchissement du ruisseau, il se fait par un aqueduc voûté et maçonné qui n'est large que de 60 cm et qui est par contre très haut, qui fait 1,90 m de haut. Il a une forme un peu d'entrée cathédrale. Là, vous voyez, je vous l'ai mis en schéma. Et surtout, nous avons constaté que le débit accepté par cet ouvrage, il est de l'ordre de 2,53 m3 par seconde dans des conditions normales, on va dire, et qui est souvent, enfin, les conditions de forte rugosité parce qu'il est souvent encombré par des débris apportés par le ruisseau. Et il est au maximum de 3 m3 seconde en considérant qu'il est en excellent état. Et le problème, c'est que ce débit capable, il ne permet pas de faire passer les pluies que nous connaissons de plus en plus dans le contexte de changement climatique, c'est-à-dire des pluies violentes, des pluies soudaines, pas forcément très longues, mais brutales. Johan l'a évoqué déjà tout à l'heure, hein, je ne vais pas y revenir, vous connaissez tous ces évolutions climatiques, nous les subissons tous, nous avons des événements de plus en plus violents, et ce qui apparaît en rouge ou en rosé, je ne sais pas si en fonction des écrans, je ne vois pas très très bien moi-même les couleurs, donc je vous prie de m'en excuser, mais ce qui apparaît en rouge, ce sont les débits refusés par cet ouvrage, et vous voyez que les pluies les plus violentes sont totalement refusées par ce type d'ouvrage, et il ne faut pas grand-chose en fait pour que l'ouvrage soit saturé. Et l'enjeu majeur, eh bien, on l'a retrouvé en faisant un petit peu l'historique. Le 5 juillet 1993, en fait, nous avons eu un épisode pluvieux, un orage extrêmement violent qui préfigurait, on va dire, les événements que nous allons de plus en plus connaître à l'avenir dans les années futures. Il s'agissait d'un épisode très bref mais très violent qui a tout simplement emporté le talus de la voie ferrée. Et les voies ferrées, la voie ferrée elle-même, les rails,
se sont retrouvés suspendus donc dans le vide. Et l'accident ferroviaire du 5 juillet 1993 a été évité de justesse puisque le train s'est arrêté quelques mètres avant les voies ferrées suspendues dans le vide. Donc nous avons frôlé la catastrophe. Vous comprenez bien que cet enjeu est majeur pour la collectivité. Donc nous nous sommes lancés dès que nous avons pu dans les travaux. Ils ont eu lieu en 2015. Donc d'un point de vue général, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez poser vos questions tout à l'heure, mais la consistance de ces travaux était tout simplement de reconstituer par un rechargement le couvert alluvionnaire du ruisseau lui-même, hein, de recharger le lit. Et il y avait quelques camions à faire passer, puisque je vous rappelle que le lit s'était incisé de plus de 4 mètres. Il nous fallait aussi réduire le risque d'incision en ponctuant le profil en long de seuil de fond pour faire des points de blocage et limiter donc l'érosion régressive. De restaurer également les zones d'expansion de crues en créant des merlons végétalisés latéraux, hein, en forme d'épi, pour faire en sorte que les crues se dispersent vers les prairies riveraines et perdent de leur intensité à l'aval. Restaurer le couvert végétal stabilisateur, donc à travers la constitution de fascines de saules, du semis, de la plantation de ripisylves avec des aulnes et des saules, et une mise en sécurité de l'ouvrage SNCF par la pose d'un dégrilleur. Donc Limoges Métropole a assuré la maîtrise d'ouvrage du chantier. La maîtrise d'œuvre a été assurée, je vous l'ai dit, par le cabinet Aegis Eau, et nous avions pris un prestataire qui était Merceron Environnement. Le montant total de l'opération, vous l'avez sous les yeux, hein, 13 000 € d'études, 216 000 € de travaux pour un linéaire restauré d'environ 700 mètres. Voilà, 700 mètres de cours d'eau et une durée du chantier d'environ 5 mois. Voilà pour ce que je peux dire de cette opération qui nous a beaucoup marqué par l'urgence et par l'enjeu sécuritaire pour les biens et les personnes. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la carte que j'ai voulu vous mettre à l'écran, mais en fait c'était le plan général d'organisation du chantier avec quatre grands tronçons avec des travaux d'ampleur, les fameux épis qui nous ont permis de recréer des zones d'expansion de crues. Vous les voyez là, ce sont ces pointes noires. Les seuils de fond, eh bien, ce sont ces espèces de symboles qui rappellent un petit peu les tas de cailloux là. Et les fascines apparaissent en marron. Voilà quelques images du chantier en 2015 avec la recherche minérale du lit du cours d'eau. Encore quelques images du chantier avec ici bien des fascines, des plantations avec les plants d'aulnes et de saules qui allaient reconstituer la ripisylve. Je vous ai mis une photo aussi, alors je ne sais pas si vous la voyez correctement cette photo, moi je ne la vois pas parce que je vois la salle, de l'OIE, mais je vous ai mis une photo avec un épi, un merlon, qui avait vocation ensuite à servir de zone d'expansion de crue. Mais on la voit très bien. D'accord, merci. Voilà, quelques mois après, enfin, vous voyez, à la fin du chantier et quelques mois après le chantier, hein, l'allure du ruisseau du Raz, qui avait beaucoup changé, et une photo en bas à droite du dégrilleur qui a été posé juste avant ce fameux ouvrage, ce fameux aqueduc sous le talus de la voie ferrée. Vous voyez on voit l'amorce du talus là, et ce fameux ouvrage qui passe sous le talus.
Voilà. Et donc, évidemment, vous pensez que j'en ai terminé. Eh ben non. En 2018, on a eu droit au retour. Donc, c'était le retour du ruisseau du Raz en 2018. Parce qu'en juin 2018, on a eu un très très fort épisode pluvieux, le même qu'en 1993 et probablement le même que les épisodes pluvieux que nous allons connaître dans les prochaines années. Et cet épisode pluvieux, tout simplement, a généré de nouveaux dégâts, et c'est ce qui nous ont été signalés à nouveau par les services municipaux dès l'été 2018, ce qui nous a mobilisés à nouveau sur le secteur du ruisseau du Raz. Et cette fois, c'était à l'aval. C'est-à-dire que là, vous avez la voie ferrée toujours en noir, elle n'a pas bougé, mais les dégâts s'étaient déplacés à l'aval de la voie ferrée, cette fois. Et c'était les mêmes. Hein, je vous la refais avec une forte érosion agressive entre la confluence du ruisseau et la Vienne. Un effondrement de la conduite busée parce qu'il y avait un chemin rural en plus qui parallèle à la voie ferrée, un chemin rural qui n'existait plus en fait, qui s'était effondré dans le lit du cours d'eau, une ripisylve arrachée, et à nouveau une grave menace sur la stabilité du ruisseau, du talus ferroviaire, pardon, qui était cette fois situé non plus à l'aval, mais à l'amont, puisque nous avions une érosion qui progressait vers l'amont, cette fois, et qui était, en tout cas en 2018, lorsque nous avons eu connaissance des dégâts, qui était situé à environ 7 mètres seulement du talus ferroviaire. Donc il fallait à nouveau agir dans l'urgence, puisque ces 7 mètres n'étaient plus suffisants pour tenir la voie ferrée pendant très longtemps. Et le risque à très court terme, c'était que le talus glisse et emporte avec elle la voie ferrée, et qu'en plus, nous risquions d'avoir une obstruction à nouveau de l'exutoire traversier du ruisseau du Raz. Voilà quelques illustrations du désordre. Vous voyez le talus de la voie ferrée qui est là. L'exutoire avec une fosse, donc là on est à l'aval de la voie ferrée, une fosse de dissipation qui s'était creusée immédiatement au sortir de l'exutoire. Qui en fait normalement devait supporter ici le chemin rural, le ruisseau du Raz étant normalement sous le chemin rural, mais comme vous le voyez, le chemin n'existe plus. Le chemin n'existe plus, le busage était tombé au fond du lit. Là, on avait en fait, le lit s'était creusé d'environ 2 mètres, on va dire, cette fois. Donc, ce sont des dégâts assez spectaculaires que nous avons trouvés en 2018. Et voici l'incision du lit. Au fond de la photo, vous avez la voie ferrée et la buse qui passait sous le chemin rural qui est tombée au fond du lit. Et là, lorsqu'on a pris la photo, on était presque au bord de la Vienne. Pas tout à fait, mais presque. Rebelote, on a choisi pour cette seconde mission d'étude et de maîtrise d'œuvre le cabinet Gissot, qui, soit dit en passant, connaissait bien le problème. Donc, on n'a pas eu à les briefer, hein. Ils étaient immédiatement opérationnels. On leur a demandé à nouveau des scénarios de renaturation qui consistaient à bloquer l'érosion régressive, à restaurer le corridor écologique, à restaurer la morphologie du ruisseau du Raz et à rouvrir évidemment le chemin rural en pied de remblai ferroviaire. La consistance des travaux, c'était presque la même. Recharge et reprofilage du lit mineur à sa cote initiale, confortement du lit mineur avec à nouveau la constitution d'une série de seuils de fond pour bloquer l'érosion régressive, le retraitement des berges avec des parements rocheux végétalisés, le refaçonnage en pente douce de ces berges, la replantation d'une ripisylve fonctionnelle, le remplacement de la buse sous le chemin rural par un pont cadre et la réouverture donc de ce chemin rural. Donc cette fois, les entreprises prestataires
retenus après appel d'offres étaient Sotec, Massy Travaux Publics et AGEL Solutions. Ça nous a coûté un peu cher à nouveau, 18 000 € d'études et 233 000 € de travaux, et le chantier a duré 4 mois. Voici quelques images à nouveau de ce chantier, avec ce fameux lit qu'il a fallu entièrement reconstituer, le refaçonnage des berges, la photo du pont cadre pour vous donner l'échelle. Il y a des bonhommes à côté, l'allure que ça pouvait avoir lorsque le chemin rural a pu être réouvert. Une photo en haut à gauche qui est prise de la voie ferrée. Et au fond de la photo, en fait, on ne la voit pas, mais c'est la Vienne qui coule, tout à fait au fond de la photo. Voici, vu d'un peu plus près, en bas à droite, l'allure du ruisseau du Raz à la fin du chantier. Et là, on voit mieux la Vienne. C'est elle qui coule au fond, là-bas. Et voici le nouvel exutoire, donc à l'aval immédiat du talus ferroviaire. Le talus ferroviaire étant situé au niveau de mon curseur. En conclusion de tout ça, finalement, il y avait sur un cours d'eau d'environ 1000 mètres, disposant d'un impluvium d'à peine 42 hectares, ce qui est quand même tout petit, mais qui est urbanisé sur près de la moitié de sa surface, avec une urbanisation, je vous l'ai déjà dit, qui a commencé dans les années 70-80, mais qui s'est surtout accélérée dans les années 2000. On a fait le constat que les effets de l'urbanisation n'ont pas été anticipés, malgré une réglementation qui existait et qui était antérieure, hein. Donc elle était soit ignorée, soit non appliquée, ce qui a enchaîné un certain nombre d'effets en cascade, donc des bouleversements importants au niveau du régime hydrologique du ruisseau du Raz, une très très forte dégradation morphologique évidemment et aussi écologique de ce ruisseau avec des risques majeurs, on l'a vu, sur les biens et les personnes. On a vu qu'en 1993, il y aurait pu y avoir des morts, très clairement. 2 interventions lourdes pour le maître d'ouvrage, à savoir Limoges Métropole, en moins de 5 ans, sur environ 800 mètres de cours d'eau. Limoges Métropole a dépensé 480 000 €, autofinancé à 100% par le PCI. Et il est bien entendu, enfin, je pense que ça vous semble assez évident qu'avec le changement climatique que nous connaissons et qui va s'accélérer, c'est une certitude, dans les prochaines décennies, nous avons un risque accru de ce type de menaces sur des territoires urbains ou périurbains, puisque là nous sommes en situation périurbaine, sur Limoges Métropole. La morale de cette histoire, hein, si je devais en faire une, un peu à l'image de La Fontaine, dont on fête cette année le 400e anniversaire. Alors, mieux vaut prévenir. C'était un petit peu le préambule de mon intervention. Mieux vaut prévenir parce que ça coûte cher. Donc la prévention coûte moins cher, avec une consommation d'espace raisonnée et plus sobre à l'avenir, notamment à travers une implication des services plus importantes lorsque les PLUI désormais sont en cours de révision ou de constitution. J'ai envie de vraiment attirer votre attention sur l'importance de définir un schéma d'assainissement des eaux pluviales, notamment dans les secteurs les plus urbains. Sur l'importance aussi de mettre en œuvre des techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales. Le tout tuyau, le tout réseau a montré ses limites, surtout dans des situations de talweg encaissées avec une urbanisation rapide et mal maîtrisée, comme sur le ruisseau du Raz. L'utilité aussi, je voudrais en parler en 2 mots, de réaliser des diagnostics ruissellement et des diagnostics de prévention des inondations, et c'est quelque chose que nous allons mettre en place avec le soutien à la fois
de l'EPAGE pour le diagnostic ruissellement et de l'EPTB Vienne pour la prévention des inondations. Donc c'est un partenariat avec les 2 établissements publics sur lequel nous tenons beaucoup à l'avenir et qui sera intégré au contrat territorial sur lequel nous sommes en train de travailler. Évidemment, et faire en sorte que la réglementation soit strictement appliquée, notamment celle qui concerne la protection des zones humides, qui joue un rôle essentiel sur l'hydrologie des cours d'eau. Et surtout aussi, on peut penser à la mise en œuvre de solutions d'éco-ingénierie. Johan en a très bien parlé juste avant moi. Préserver autant que possible le réseau bocager, qui permet une très bonne régulation du régime des cours d'eau. Assurer l'entretien régulier des ripisylves. Accompagner, bien entendu, les agriculteurs dans la mise en défense des berges et la mise en place des abreuvoirs, ça Johan en a parlé aussi, et mettre en place la gestion écologique des zones humides pour pérenniser à long terme ces habitats qui sont vraiment essentiels au bon fonctionnement des hydrosystèmes. Voilà, j'en ai terminé de mon intervention qui était, je crois, à peu près dans les temps. Donc, je vais maintenant tenter de répondre à vos questions avec l'aide de mon camarade Christophe Monteil, qui doit être normalement en ligne. Alors, merci beaucoup, hein. C'était une présentation édifiante, je dirais, et plus qu'intéressante. C'est un exemple très fort qui montre aussi, je pense, des problèmes de coordination d'acteurs ou d'implication d'acteurs. J'espère que tous les ouvrages traversiers SNCF ne vont pas poser le même problème dans tous les coins de France, puisque effectivement, je pense qu'un des soucis était lié aussi au dimensionnement de l'ouvrage SNCF qui, si j'ai bien compris, n'a toujours pas été modifié en fait en termes de dimension. Non, la SNCF se donne 5 ans encore d'études. Oui, bon. Donc, le préfet de la Haute-Vienne leur a envoyé un courrier de mise en demeure. D'accord. Donc c'est effectivement, il y a 2 acteurs là qui étaient, ça a été noté dans beaucoup de questions, on va les reprendre hein, une par une, mais effectivement il y a ce côté acteur SNCF qui est, c'est assez édifiant comme exemple, et puis il y a aussi les choix d'imperméabilisation en amont qui n'ont pas été maîtrisés ou qui ne sont pas compris par rapport aux enjeux d'intérêt général plutôt. Alors, j'ai vu plusieurs questions. Je vais essayer de revenir et de remonter pour toutes les poser. La première question était au sujet de la section moyennement altérée. La ripisylve a maintenu quelque peu les berges. Il n'y avait donc pas de ripisylve en sortie de bus, contrairement à ce qui a été écrit. C'est une question. Alors, à la naissance du cours d'eau, si je comprends bien. Oui. Elle a été arrachée. En fait, il y avait une ripisylve, il y avait quelques saules encore. Si ma mémoire est bonne, là je parle un petit peu sous le contrôle de mon collègue Christophe, mais elle a été en grande partie arrachée. Et il a fallu reconstituer le lit de cette partie du cours d'eau. Christophe, si tu es en ligne. Ouais, je suis en ligne, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Très bien. Donc, la partie haute qui était arrosée par le ruisseau de Dura était surtout prairiale. Donc, on avait une ripisylve qui était peu dense et plutôt clairsemée. Et effectivement, le fait de l'incision à arracher les saules qui étaient quelque peu présents. Sur cette partie moyennement altérée, en fait, on est en contexte forestier, mais on a surtout une géologie qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a une roche-mère qui affleure et qui est beaucoup moins sensible à l'érosion et à l'incision. Ça explique le fait qu'elle ait été moins altérée par les débits importants. On se retrouve sur des cascades et des chaos rocheux qu'on peut retrouver en montagne, en fait.
D'accord. Je sais pas si ça répond à la question, mais Si, il me semble totalement. Autre question, alors il y a plusieurs questions ont traité de la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est l'urbanisation en amont aussi qui est problématique. Et donc, bon, certaines remarques ou questions indiquent qu'il ne faut pas utiliser le dérèglement climatique pour oublier les autres causes. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même, le dérèglement climatique. Et effectivement, la notion d'imperméabilisation en amont est illustrée par les dégâts que ça peut poser. Et beaucoup de questions ont aussi rappelé, et Olivier, vous l'avez rappelé aussi, hein, c'est l'intérêt de désimperméabiliser sur l'amont du cours d'eau avec l'utilisation des techniques alternatives, en particulier les infiltrations à la parcelle. Donc ça a été rappelé par plusieurs remarques et questions. Une question sur les travaux. Donc, s'agissant de travaux participant à la protection d'un ouvrage d'art sous la responsabilité de la SNCF, à quel niveau cet établissement a-t-il contribué aux études et aux travaux? Aucun. Voilà, je pense qu'on avait compris à peu près la réponse. Pour revenir à l'intervention précédente ou à la question précédente, on a bien conscience en fait que c'est une urbanisation mal maîtrisée qui a généré les désordres, mais je voulais illustrer le fait qu'avec le changement climatique, on allait probablement être confronté à une multiplication de ce type de problèmes. Et là, nous en avons deux en attente. Nous avons un autre petit cours d'eau qui fait à peu près la taille du ruisseau du Raz, qui connaît exactement les mêmes problèmes, qui se situe sur la commune voisine, la commune d'Isle, et sur lequel nous allons engager des travaux de renaturation l'an prochain. Et un troisième cours d'eau connaît lui aussi la même situation, enfin, les mêmes causes, mêmes effets, quoi, sur la commune de Limoges. Et donc mon propos, en fait, c'était de vous montrer le fait que l'urbanisation passée et actuelle enfin, est source de désordres qui vont être de plus en plus mis en évidence et finalement accentués par le réchauffement climatique qui, je vous le rappelle, a tendance à provoquer des événements violents, des événements pluvieux violents, parfois courts, pas forcément longs, mais violents. Oui, tout à fait. Peut-être deux, trois questions que je vais répercuter. Une question un peu technique, c'est les altérations à l'aval n'avaient-elles pas été pressenties lors de la première phase de travaux? Les ouvrages en aval étaient sous-dimensionnés. Ouais. Non. Non, on avait traité, on n'avait pas de raison particulière de traiter la partie aval en 2015. Bon, moi, je me souviens pas que ça ait fait l'objet de signalements particuliers. Le chemin rural existait encore, me semble-t-il. Christophe, est-ce que tu en as un souvenir particulier, toi? non, aucun. Et non, effectivement, ils n'avaient pas été pressentis. Et tout avait été mis en œuvre lors de la première phase de travaux en 2015-2016 pour que ça ne se produise pas. On avait remis en fonction les zones d'expansion de crues en rehaussant le lit. On avait reconnecté les zones humides riveraines. Enfin, et justement, ce que tu rappelais, Olivier, l'événement en 93 ou 94, je me souviens plus, quand le ballast avait été arraché, c'était une accumulation de branchages et de feuilles qui avaient mis en charge cet ouvrage, justement. Et le fait d'installer un dégrilleur quelques mètres à l'amont permet d'éviter que ça se reproduise, en fait. Donc ça demande un entretien, mais non, pour moi, tout avait été mis en œuvre pour que ça ne se produise pas à l'aval, en tout cas. Et puis, aucun signe ne pouvait nous alerter de toute manière sur un tel événement.
Il y avait, d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui a été posée sur l'entretien du dégrilleur. Donc, qui s'en occupe? Pour le moment, c'est Limoges Métropole. C'est pas la SNCF. C'est pas la SNCF. Toujours pas. Toujours pas. Les autres questions qui ont été posées, donc sur les travaux. Comment ces travaux ont été traités en termes de loi sur l'eau, en termes d'autorisation? Des études hydrauliques ont-elles été nécessaires et demandées? Et par ailleurs, avez-vous envisagé un bassin de régulation écrêteur en sortie de la partie urbanisée pour réguler le débit? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, bien entendu, il y a des études hydrauliques qui ont été réalisées. Un dossier loi sur l'eau a également été déposé auprès des services de la DDT. Et dans les premiers scénarios qui avaient été imaginés par le cabinet Aegis, nous avions envisagé justement, effectivement, de faire un grand bassin de rétention des eaux pluviales au niveau de l'exutoire, c'est-à-dire dès la naissance du cours d'eau, en parallèle du cours d'eau. Sauf que lorsque nous avions essayé de dimensionner avec Aegis ce bassin de rétention, c'était un bassin gigantesque et qui nécessitait une emprise foncière qui remontait vers les espaces bâtis et qui nécessitait aussi la construction d'une digue. Alors, j'ai oublié les dimensions de la digue, mais c'était une digue qui était soumise, Christophe, tu connais peut-être mieux que moi, ou même Johan. J'ai en tête une hauteur de 6 à 7 mètres, je crois. Voilà. Donc, c'était une réglementation particulière que je ne connais pas, mais je sais que passer une certaine dimension, on passe dans une réglementation particulière. Et ce bassin de rétention, correctement dimensionné, passait au-delà il faisait 6 mètres, voilà, quelque chose aux alentours de 6 mètres, la digue. D'accord. D'autres questions aussi portées sur, y a-t-il des projets de désimperméabilisation amont, ou est-ce que c'est totalement bloqué pour l'instant par rapport aux aménagements qui ont été réalisés? Pour le moment, nous n'avons pas de projet de désimperméabilisation. Par contre, nous avons réussi à faire passer dans le PLU de Condat le fait que l'urbanisation soit gelée sur cet impluvium. Ce qui n'était pas évident, puisqu'au départ, la commune refusait ce gel. Mais face au péril, en fait, la commune a décidé finalement de geler l'urbanisation de cet impluvium. D'accord. Il y a une autre question qui a été posée, mais qui rejoint un petit peu les autres, mais avec une petite notion complémentaire. Dans la réflexion sur les travaux à réaliser, ne faudrait-il pas établir différents scénarios d'évolution climatique et d'évolution de l'occupation des sols pour aider la décision pour le scénario de travaux retenus? En fait, c'est vraiment la notion d'intégrer des scénarios différents en termes d'évolution climatique par rapport au débit. C'est vrai qu'on ne trouve pas ça forcément très souvent dans des projets de travaux portant à l'hydraulique pluviale. Et la question est effectivement une question vraiment d'actualité et qui le sera de plus en plus. Et voilà. Oui, je partage tout à fait votre analyse, hein. Oui. Bon, c'est vrai que nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, mais à l'avenir, ce type de scénario avec tenant compte des évolutions climatiques sera nécessaire, oui. Donc, c'est une chose finalement presque généraliser dans le futur immédiat, j'allais dire. Oui. Puis dernière. Juste peut-être je rajouterais, c'est que ça permet aussi d'interpeller les élus. Vous avez évoqué les élus de la commune qui refusaient, au début en tout cas, de geler en fait un peu l'urbanisation et de repenser un petit peu leur développement. Mais je pense qu'avec des scénarios qui sont posés et présentés
et ça permettrait peut-être aussi d'avoir un échange, si tant est que des événements que vous avez connus ne suffisent pas à enclencher cette réflexion. Voilà, parce que bon, il y a aussi des phénomènes. Je veux dire, je pense que là, les événements que vous avez vécus, en fait, le changement climatique, c'est pas un pis-aller, là, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est plutôt un effet déclencheur à la réflexion prospective de lien entre l'aménagement, finalement, et la gestion des cours d'eau. Bon, là, il était déjà un peu tard, mais c'est des effets déclencheurs, en fait, des événements comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui travaillent sur le sujet, on le sait depuis quelques années déjà, mais ça peut permettre des déclenchements, et les scénarios, ça peut permettre aussi d'aider à la réflexion et d'aider à la décision, je pense. Oui, oui, oui. Bon, pour nous, c'était, je vous l'ai dit en introduction, hein, faut prendre mon intervention comme un témoignage d'une personne qui a vécu un événement, mais qui n'est pas capable d'en parler d'un point de vue extrêmement technique. Mais en tout cas, moi, je pense que ça mène à faire évoluer les esprits au niveau de Limoges Métropole. C'est le premier chantier que nous avons mené portant sur ce type de désordre. Enfin, en tout cas de cette ampleur-là, hein, des travaux de stabilisation de berges, on en a fait des brouettes avant, mais des travaux de renaturation de cette ampleur-là, c'était le premier. On en a deux autres sous le coude. Et voilà, je pense qu'effectivement, la prise de cette expérience amène à une prise de conscience, mais elle est encore à faire pour une large partie de la population. Quand vous expliquez à des élus, mais a fortiori à des administrés qui sont très 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 loin de ces problèmes-là, le coût que représentent ces interventions sur un linéaire de 700 mètres, je vous le rappelle, hein, 480 000 euros de finances, de budget public à investir pour renaturer un cours d'eau, c'est pas facile à expliquer, vraiment, hein. C'est vraiment pas facile. Enfin, moi, Christophe pourrait en parler lui aussi, puisque c'est lui qui conduit nos chantiers. On a parfois bien du mal à, à convaincre nos élus et nos administrés du bien fondé de ce type d'intervention, même avec une voie ferrée, même avec une route nationale en dessous, hein. Le prochain chantier qu'on va faire sur la commune d'Ille, c'est pas une voie ferrée, c'est une route nationale qui est en dessous. Et c'est pas évident à faire comprendre. Oui, ça m'amène à poser une question qui correspond aussi à une info qui a été donnée sur les mêmes problématiques qu'on retrouvait en région parisienne. Et je pense qu'il y a un lien, un lien presse sur ce même problème avec la SNCF, je pense. Par contre, ça m'amène aussi à poser la question, c'est dans un cas comme ça, dans un cas qui est très illustratif, qui peut faire peur, qui montre justement l'intérêt de prévoir, l'intérêt de scénariser avec le changement climatique, l'intérêt de prévoir des risques qui peuvent être sur les personnes. Il y a aussi un enjeu de communication un peu large, parce que finalement, cet exemple-là fait peur, il peut convaincre, mais d'un autre côté, c'est très compliqué de communiquer sur des incidents potentiels qui ont été évités, mais de justesse. Donc, quelle est un peu la position, ou quelle position on doit avoir? Est-ce qu'il faut rester prudent dans la communication, ou est-ce qu'il faut communiquer à bloc sur de tels éléments pour convaincre? Bon, déjà, enfin, je ne sais pas, là, on n'a pas communiqué, clairement, hein. On n'a pas communiqué, on a informé, et on a essayé d'informer les décideurs. On n'a pas communiqué vraiment auprès de la population. Le procureur de la République, par contre, a été saisi par une élue devant le danger imminent. Mais en fait, l'information est restée au niveau des institutions et des décideurs. Communiquer, à mon avis,
communiquer sur ce type d'événement, j'aurais du mal à vous répondre de manière objective. Je pense que ça doit pouvoir se faire, mais dans le cadre de petits comités restreints, plutôt dans le cadre, par exemple, de sessions ou de séminaires de formation pour des élus. Pour les administrés, ça me paraît difficile. Pour les formations pour les élus, ouais, c'est une idée qui est intéressante pour convaincre de l'importance de ces enjeux climatiques et pluviaux. Y a-t-il d'autres questions? Je ne crois pas. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à vous manifester. Sinon, je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin de ce webinaire. Moi, je remercie vraiment Olivier et Johan de leur présentation. C'était tout à fait intéressant et illustratif. Et je vais peut-être laisser un mot de conclusion à Jacques sur ce que l'on a entendu, sur les questions qui se posent encore, hein, et sur peut-être les actions qui restent à mettre en œuvre ou à prévoir dans le cadre de ce questionnement qui reste toujours présent vis-à-vis des incertitudes que l'on a par rapport au débit, par rapport aux pluies, par rapport aux sécheresses aussi, hein, puisqu'on n'a pas parlé, mais on a aussi une évolution des sols, on a aussi une sécheresse des sols à certains endroits qui joue beaucoup également sur les ruissellements. Donc Jacques, je vais peut-être te laisser conclure et avant de remercier toutes les personnes présentes à ce webinaire. Oui, rapidement, ce qui était intéressant là dans les échanges, je compare par rapport à ce qu'on avait eu dans d'autres webinaires, c'est que en fait, on a eu deux interventions finalement très différentes, hein, et en même temps avec des reculs et des questionnements finalement qui ont beaucoup plus positionné ici, là, sur ce webinaire, la problématique du lien entre l'aménagement, les usages, le repositionnement des usages, alors avec des approches différentes, mais moi ce que je retiendrai, hein, c'est que je trouve que dans un des cas, donc dans ce qui a été exposé par Johan, ce que je trouve intéressant peut-être pour aider à se poser des questions par rapport à la prospective sur le changement, c'est finalement de peut-être poser beaucoup plus clairement j'ai bien aimé cette approche arbre de décision, parce que quelque part, ça oblige un peu, je pense aussi, en le positionnant de façon aussi détaillée finalement, de se questionner, de se forcer à se questionner sur différents compartiments qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent être techniques, qui peuvent être, et aussi les usages. Et je trouve que c'est peut-être un élément dans le cadre de bilan, de reposer et peut-être d'aborder le sujet de la prospective peut-être plus facilement, je ne sais pas, mais peut-être que c'est une piste à tester. Je pense que vous allez le tester, du coup, le valider. Je vois les éléments que vous mettez en place, mais je pense que ça peut être peut-être intéressant. Jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas vu ressortir, cette approche-là, et je pense que c'est un sujet intéressant à approfondir. Après, l'autre approche, c'est aussi qu'en effet, sur des réticences, sur des problématiques d'urbanisation passées, mais aussi qui posent des questions pour le futur, c'est vrai que le changement climatique, même s'il n'est pas anticipé, le fait de le vivre, comme vous l'avez vécu là, à deux échelles de temps quand même importantes sur Limoges et les travaux que vous avez engagés, c'est le facteur déclenchant de ces événements sur le questionnement, le re-questionnement des approches qu'il faut saisir. Alors, vous avez évoqué la notion de pédagogie pour convaincre. En effet, elle n'est pas forcément évidente, mais à mon avis, elle est nécessaire. On voit partout où ça s'est fait, où il y a eu ce type d'événement, etc. La pédagogie est même ouverte aux populations, associer les populations, trouver les outils pédagogiques d'explication, sans forcément dramatiser, mais en tout cas d'amener les gens un peu à une sorte de culture
un peu du risque et des problématiques à venir, elle est à mon avis indispensable. Alors après, elle n'est pas simple, je vous l'accorde, mais de repositionner les riverains, ou en tout cas des acteurs sur certains territoires à la problématique du risque, elle me semble indispensable, et des facteurs comme vous l'avez vécu là, qui sont récents, qui restent un peu encore dans les mémoires, c'est peut-être à creuser, en tout cas à travailler. Et voilà ce que je dirais, c'est qu'après, il y a plein de sujets de questionnement, mais bon, moi, en tout cas, j'espère et en tout cas pour les personnes qui ont participé, que ce type d'échange oblige finalement à se projeter sur ce que les uns et les autres ont pu faire, ou on fait, ou prévoit de faire, et de se dire oui, il faut quand même qu'on accentue notre réflexion sur la prospective et la manière d'aborder les travaux et nos réflexions dans le futur. Bon voilà, c'est plus ces éléments-là qui ne sont pas forcément très conclusifs, mais en tout cas qui me font vous partager mes réflexions au vu de tous les échanges qu'on a pu avoir depuis quelque temps sur ce point. En tout cas, merci pour ces échanges-là, et voilà ce que je peux dire, et j'espère qu'on pourra poursuivre ces échanges et puis repartager des retours d'expérience avec quelques clés possibles et incontournables dans le cadre de projets de renaturation, en tout cas, si on reste sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous. Merci Olivier. Merci Johan. Et merci aux participants. Et à bientôt. À bientôt. Puis à bientôt pour une prochaine fois. Un petit coucou à Cédric qui nous a fait un petit signe. Il se reconnaîtra. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.